3 fois déjà, le nain bossu Oberon, le roi fée maître de la très vaste et redoutable forêt, s'est montré à Huon en le saluant le plus courtoisement du monde. Vainement, il a attendu une réponse. Par 3 fois, le jeune chevalier s'est retenu de parler et a poursuivi sa route, risquant ainsi de provoquer la colère du nain tout-puissant. Une terrible colère qui déchaîne la tempête et brise les arbres comme fétus de paille. De même, aucun des 12 chevaliers qui accompagnent Huon n'a rendu son salut à Oberon, car Guériaume l'ermite, qui les guide vers l'Orient, les a mis en garde. Celui qui adresse la parole au roi fée Oberon reste à jamais son prisonnier. Pourtant, Huon ne peut croire que ce nain, dont la beauté éclipse celle du soleil en été, lui veuille du mal. Ne propose-t-il pas son aide au jeune chevalier à chacune de ses apparitions ? Or, d'aide, Huon en a grand besoin. Il songe en chevauchant à la malheureuse affaire qui a fait de lui, hier encore père de Charlemagne, un banni, chassé injustement du royaume de France. Tout s'est déroulé très vite. Pourquoi a-t-il fallu que ce vaurien de Charlot, le fils héritier de Charlemagne, ait tendu une embuscade contre Huon et son frère Gérard ? Voyant Gérard blessé, Huon s'est rué sur leurs assaillants. Il a tué sans le reconnaître le fils de l'empereur. Aveuglé par le chagrin, Charlemagne n'a pas admis la bonne foi du chevalier. Il l'a chassé de son fief de Bordeaux et l'a condamné à une mort certaine en lui ordonnant d'accomplir une mission impossible. Gagner la cité de Babylone d'Égypte, après avoir traversé la périlleuse mer Rouge, entrer dans le palais du roi Godis à l'heure du repas, y trancher la tête du premier sarrasin vu à table, voler 3 baisers à la belle Esclarmonde, fille de Godis, puis exiger de celui-ci des présents exorbitants, dont 1000 ours, 1000 chiens de chasse, 1000 jeunes chevaliers et 1000 jeunes filles très belles. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, Huon doit rapporter à Charlemagne les moustaches de Godis et 4 de ses molaires. C'est à ce prix seul qu'Huon pourra revenir en France et y retrouver ses terres confiées à son frère Gérard. Mais peut-il espérer revenir vivant, même si 11 valeureux chevaliers ont accepté de l'accompagner dans cette aventure ? De Paris, les 12 chevaliers et leurs écuyers ont gagné Rome, puis Brindisi, où le marin franc Garin de Saint-Omer s'est joint à leurs troupes et les a aidés à franchir la mer. Ils ont traversé des pays fabuleux, comme Féménie, où le soleil ne luit jamais, où la terre des Coumans, créatures poilues comme des chiens et qui dévorent la viande crue à belles dents. Ayant rencontré l'ermite Guériaume, chevalier franc exilé depuis 40 ans, et ancien prisonnier des Sarrasins, qui s'est offert à les conduire auprès du roi Godis, ils sont entrés dans la forêt du nain fée Oberon. L'aide proposée par Oberon sera la bienvenue. Pourquoi ne pas le croire ? Dès qu'il aperçoit à nouveau le nain, Huon lui adresse donc la parole. « Seigneur, soyez le bienvenu. » Au grand soulagement de chacun, Oberon laisse éclater sa joie et assure Huon de son soutien, car il admire le jeune homme au cœur pur. Dans son palais magique, Oberon offre un succulent festin au chevalier affamé. Il révèle à ses hôtes qu'il est le fils de Jules César et de la fée Morgue. À sa naissance, les fées l'ont pourvu de nombreux dons. Il peut connaître les sentiments et les projets de chacun, se transporter en un clin d'œil où il le désire, avec autant d'hommes qu'il le veut, et attirer les animaux, si farouches soient-ils. Il mourra à l'heure de son choix, et une place au paradis lui est réservée auprès de Dieu. Mais une fée mécontente l'a condamné à rester nain et bossu, même si pour adoucir sa malédiction, elle lui a donné ensuite un visage d'une grande beauté. Avant de laisser Huon poursuivre son voyage vers la Babylone d'Égypte, Oberon lui offre 2 objets magiques. Un hanap qui s'emplit à volonté de vin ou de toute autre boisson si celui qui y boit est exempt de péché. Et un corps d'ivoire resplendissant qui rend la santé aux malades et la gaieté aux mélancoliques. Qui l'entend se met aussitôt à chanter. Où que soit celui qui sonne de ce corps, Oberon l'entendra. Ainsi Huon pourra-t-il appeler le nain à l'aide.
Mais malheur au chevalier s'il profère un mensonge ou sonne sans être menacé d'une mort imminente. Ayant quitté la forêt d'Oberon, Huon et ses compagnons s'engagent sur les territoires sarrasins, où chaque chrétien est en danger mortel. Huon affronte avec bravoure les épreuves imposées par Charlemagne, car grand est son désir de se réconcilier avec l'empereur. Et jamais il ne veut écouter les conseils de prudence du vieux Guerriaume. C'est ainsi qu'il décide de délivrer la cité de Tormont de la domination d'Eudes le Cruel, chevalier franc converti à la religion musulmane, particulièrement féroce avec les chrétiens. Ayant provoqué la colère d'Eudes en régalant les pauvres grâce à son anape magique, Huon utilise ensuite le corps d'ivoire pour appeler Oberon à son secours. En un clin d'œil, la puissante armée du nain investit la ville et les musulmans qui refusent de se convertir sont massacrés sans pitié. Mais avant de quitter Huon, Oberon lui interdit de marcher vers la place forte de Dunotre, au bord de la mer Rouge. Construite par Jules César, son père, elle est devenue le repère du géant l'Orgueilleux, qui a réussi à dérober à Oberon un haubert magique brodé d'or. Seuls les chevaliers exempts de tout péché parviennent à le revêtir. Il les protège des blessures, de la noyade et du feu. « Il suffit !» répond Huon. « Si j'ai quitté le royaume de Douce-France, c'est justement pour rencontrer des aventures. J'irai donc conquérir le blanc Aubert, orné d'or froid. Alors, Huon, cher ami, tu pourras sonner et résonner du corps d'ivoire. Jamais je ne viendrai à ton aide. » Quelques jours plus tard, les chevaliers francs arrivent au pied d'un palais lumineux, orné de frises et surmonté d'une tour imposante. Dunotre, le repère du géant l'Orgueilleux. L'entrée de la tour est défendue par 2 redoutables automates de cuivre. Sans relâche, ils abattent chacun un fléau en fer muni de courroies, si bien qu'aucune créature, pas même un oiseau, ne peut s'approcher. Huon se désespère lorsqu'il aperçoit un bassin d'or pur suspendu à un pilier. De son épée, il frappe 3 fois le bassin, et le palais tout entier retentit de sa vibration. Malgré ce bruit, le géant qui dort dans une des 25 chambres du palais ne s'est pas réveillé. Mais Sébille, une princesse qu'il garde prisonnière, aperçut Huon. Elle ouvre un guichet dans la petite porte de la tour, et aussitôt, le mécanisme diabolique s'arrête. Huon en profite pour entrer rapidement. Guidé par Sébille, il trouve sans peine la chambre de l'Orgueilleux, mais se refuse à le tuer pendant son sommeil. Ce serait félonie. Alors il réveille le monstre et le provoque en combat loyal. Le géant s'arme d'une faux. Jamais on ne vit créature plus hideuse. Il a bien 17 pieds de haut, et ses yeux luisent comme des braises. Par bonheur, Huon réussit à endosser le haubert magique, qui le rend invulnérable. Croyant atteindre le chevalier, l'Orgueilleux lance à toute volée sa faux, qui dévie et se plante dans un pilier de marbre. Désarmé, le géant s'enfuit, mais se prend les pieds dans un gourdin lancé par Sébille. Huon tranche enfin la tête du monstre enragé. Puis il lui arrache du bras un anneau d'or que le roi Godis avait offert à l'Orgueilleux en signe de soumission. Sans attendre, Huon reprend la route de Babylone d'Égypte. Pour pénétrer dans le palais du roi Godis, il faut franchir 4 ponts bien gardés. « Es-tu musulman ?» demande le premier portier à Huon. Pour passer, Huon répond oui, mais aussitôt, il comprend son erreur, car Oberon lui avait recommandé de ne jamais mentir, sous peine de perdre son amitié. Pour franchir les 3 autres ponts, Huon se souvient du bracelet d'or arraché au géant. Il le montre aux gardes qui le laissent passer, pensant qu'il est le messager du monstre puissant. Dans la salle à manger du roi Godis, Huon tranche la tête d'un puissant émir, sous le regard stupéfait des Sarrasins. Puis il donne 3 baisers à Esclarmonde qui s'évanouit de surprise. Revenu de sa stupeur, Godis ordonne aux gardes de s'emparer de ce maudit franc. Mais, à la vue du bracelet d'or, il ordonne qu'on relâche le prisonnier. Ce n'est qu'un répit, car Godis demande des nouvelles de l'Orgueilleux. Huon, qui s'est promis de ne plus mentir, révèle qu'il a tué le géant. Il est aussitôt jeté en prison. Huon va-t-il échouer si près du but ?
Non, car Guillaume et ses fidèles compagnons viennent à son secours. Et la belle Esclarmonde, qui se languit d'amour pour Huon depuis les 3 baisers, se range du côté des Francs. Au terme d'un violent combat, Huon tue Godis, lui arrache la moustache et 4 molaires avant de prendre le chemin du retour. Mais voilà que surgit le géant Agraspar, qui brûle de venger son frère l'orgueilleux. Victorieux à l'issue d'un terrible combat, Huon prend enfin la mer. Il lui faut alors essuyer une violente tempête déclenchée par Oberon auquel il a désobéi. Réfugié avec Esclarmonde sur une île déserte, il voit avec soulagement approcher un navire. Hélas, ce sont des pirates qui enlèvent la jeune fille et abandonnent Huon. Quand enfin il retrouve sa fiancée, celle-ci appartient à un puissant émir, et pour la délivrer, il doit affronter plus de 3000 sarrasins. Victorieux, Huon parvient à Rome, où il épouse Esclarmonde, qui reçoit le baptême. De retour à Bordeaux, il découvre que son frère Gérard a ourdi contre lui une affreuse machination. Huon est accusé de félonie, et Charlemagne ordonne sa pendaison. Heureusement, Oberon le protège et calme la rancune de l'empereur. Grâce au petit roi de Féerie, Huon et Charlemagne, enfin réconciliés, se promettent une paix définitive.